Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints sur notre réseau pour ce troisième entretien des rencontres littéraires de Cannes 2020. Et au cours de cet entretien, nous allons accueillir Atik Raimi. Atik Raimi, bonjour. Bonjour. Voilà, vous devez être en compagnie normalement de votre éditeur, Frédéric Boyer, directeur de l'édition POL. Si ce n'est déjà le cas, il ne va pas tarder à nous rejoindre. Donc, tout d'abord, je voudrais vous présenter succinctement à nos auditeurs, spectateurs, Atik Raimi. Vous êtes né en 62 à Kaboul et vous avez connu la guerre d'invasion soviétique en Afghanistan. Ça a débuté en 79. C'est-à-dire que en 79, vous aviez 17 ans, vous sortiez tout juste de l'adolescence. Et en 1984, donc à l'âge de 22 ans, vous vous réfugiez au Pakistan et la même année, la France vous accorde l'asile politique. Alors j'ai une première question à vous poser sur votre parcours. Qu'est-ce qui vous a fait choisir la France comme terre d'asile? Ah. Bon, enfin, c'est toujours la faute à quelqu'un, donc c'est la faute à Victor Hugo. Ah, voilà. Oui, parce que Heureuse la faute. Heureuse la faute, comme dirait Saint-Augustin. mon père, il était un fan de Victor Hugo, notamment de Misérables, qu'il avait lu, qu'il avait en traduction persane, faite par les Iraniens. Et quand, en 73, il a été en prison à Kaboul, et un jour, il me l'a filé. Quand il avait fini le livre, il m'a donné des lis ça. Et le personnage, Jean Valjean, évidemment, elle avait tellement marqué que depuis, à chaque fois, il appelait ses amis très proches Jean Valjean, donc dans les soirées. Et voilà, donc c'est vrai que pour moi, c'était mon premier roman, mon vrai roman que j'avais lu. J'avais à cette époque-là 14 ans, quelque chose comme ça. Et puis, voilà, c'est la première fois que je découvrais ce que c'est qu'un roman, comment parler de l'histoire, une petite histoire dans la grande histoire, etc. Et puis, toutes les descriptions qu'il donnait de Paris de l'époque m'avaient beaucoup impressionné. Ensuite, bien sûr, comme j'étais au lycée franco-afghan, c'était normal, comme ça, pour moi, que de venir ici en France. Alors que pour moi, à cette époque, c'était très facile de partir aux États-Unis parce que toute ma famille, de côté de ma mère, était là-bas. Mais j'ai choisi la France. D'accord, donc c'est un vrai choix. Et en tout cas, je trouve que c'est une belle façon d'illustrer ce choix en parlant de Victor Hugo. Donc je continue dans ma présentation. Vous publiez votre premier roman, Terre et cendres, et vous l'adaptez ensuite au cinéma. En fait, c'est votre premier long métrage de fiction, coécrit avec le cinéaste iranien Kambuzia Partovi. Exactement. Ce film, pardon, a été présenté, eh bien, c'était déjà un premier lien avec Cannes, a été présenté dans la section Un certain regard au Festival de Cannes en 2004, où il avait obtenu le prix Regard vers l'avenir. Entre-temps, sort un deuxième roman intitulé Les 1000 maisons du rêve et de la terreur, publié en 2002, et vous réalisez deux documentaires. Nous avons partagé le pain et le sel et Afghanistan, un état impossible, point d'interrogation. Troisième roman en 2005, Le Retour imaginaire, suivi en 2008 par Senghé Sabour, Pierre de patience, qui relate en fait, comme on le sait, un huis clos entre un soldat afghan blessé au cours d'une rixe et qui est dans le coma. Donc, huis clos entre ce personnage qui est complètement, enfin quasiment inerte évidemment, et sa femme surtout qui le veille et qui s'ouvre à la parole jusqu'à la rage. Contrairement à vos trois premiers romans écrits en persan, Senghé Sabour a été directement écrit en français, ce que vous expliquerez ainsi, et je vous cite, « Il me fallait une autre langue que la mienne pour parler des tabous ». Et comme chacun sait, ce livre a été récompensé par le prix Goncourt 2008. En 2011,
Vous adaptez ce roman avec l'écrivain et scénariste français Jean-Claude Carrière, vous l'avez adapté au cinéma. Le long métrage intitulé également Senghé Sabour, Pierre de Patience, sort en 2013. Et là, j'ai une nouvelle question à vous poser. Qu'est-ce qui vous pousse à lier si étroitement l'écriture de textes romanesques et l'adaptation de ces mêmes textes au cinéma? Bon, d'abord, parce que de formation, je suis plutôt cinéaste. Donc, moi, je suis venu en littérature plutôt pas très timidement, presque très tard, parce que j'avais presque 35 ans quand j'écris Terre et Cendre, bien sûr. Mais ce qui m'intéresse toujours, c'est de voir comment le cinéma me permet de comprendre mieux mon roman, mes personnages et mes mots. Chaque art, chaque médium révèle une dimension particulière d'un événement, d'une histoire, d'un personnage. Donc, ce qu'offre le cinéma, évidemment, la littérature ne peut pas le révéler, et inversement. Donc, pour moi, c'est ça, découvrir une autre dimension de ce que j'ai écrit. Oui. Des choses, évidemment, parce que quand on écrit avec son inconscience, presque. Il y a des traits mystères. On a soit un outil qui est la langue, qui est complètement ancré en nous, dans notre inconscience. Et de temps en temps, évidemment, ça sort d'une manière très spontanée, instinctive. Ce qui n'est pas le cas au cinéma. Au cinéma, à chaque fois, on doit expliquer à son équipe pourquoi ça, pourquoi cet angle-là, pourquoi cet éclairage-là, pourquoi ce cadrage-là, pourquoi ce personnage-là. Et de même manière, les acteurs, les actrices qui viennent vous voir et pourquoi je dois dire ça, comment je dois dire ça. Donc, on est dans une sorte d'explication permanente et de justifier chaque geste, chaque action dans le film. Et donc, vous sortez de la solitude bien connue de l'écrivain. Ah bah oui, bien sûr. Vous voyez, quand on fait un film, on devient un enfant, hein, un enfant gâté. C'est Sa Majesté, évidemment. Il est en haut, il y a toute une équipe, et les personnages, le décor qui sont à son service. Et tout devient une sorte de Lego, jeu de Lego. Lego dans les deux, même d'une manière, si on veut jouer avec les mots, avec l'ego et avec mon ego, quoi. Bien sûr, c'est vrai. Bien sûr. Oui. Mais évidemment, de l'autre côté, l'écriture, avec l'écriture, cet ego prend quelques gifles. Vous voyez, on est dans sa solitude, dans son silence. Il n'y a personne avec qui puisse partager ses doutes, ses incertitudes, ses désarrois. Voilà, c'est deux choses complètement différentes qui, bien sûr, donnent un autre aspect, un autre regard sur la même histoire, sur le même personnage. Alors, je vais enchaîner sur votre dernier livre, Atik Raimi, L'invité du miroir, paru aux éditions POL en 2020. Ce texte, alors précisément, là encore, il y a un lien avec le cinéma, puisque ce texte, il vous a été inspiré par l'expérience que vous avez eue au Rwanda pendant le tournage de votre dernier film, Notre-Dame du Nil, qui est une adaptation du roman de Scholastique Mukasonga, lequel roman a été publié chez Gallimard en 2012. Donc, je crois qu'on doit voir à l'écran une image de la couverture de votre livre. Et à propos de ce livre, donc voilà, j'ai une première question. Je voudrais entrer déjà de plein pied dans le texte en situant l'ambiance de ce texte. Nous sommes au bord du lac Kivu. Le lac Kivu, c'est un des grands lacs africains qui fait frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Donc c'est le matin, tout est calme, l'eau du lac est un miroir, et on sait que dans
les profondeurs du lac, repose les corps des hommes, des femmes, des enfants, Tutsis massacrés en 1994. Et le narrateur, c'est-à-dire vous, Atik Raimi, se tient là, au bord de l'eau. Il est l'invité du miroir. Que faut-il entendre par là? D'abord, voilà, déjà sur le titre, hein, je crois que ça explique pas mal de choses. L'invité du miroir. Ça, je me suis inspiré d'un poème d'un grand poète indien, mais persanophone, qui vivait dans le XVIIe, XVIIIe siècle, Bédel. Il disait que l'invité du miroir demeure dehors. Et le miroir est un symbole et une métaphore très très forte dans la culture indienne, bien sûr. Et ce poème, très significatif pour moi, parce qu'en effet, quand on est devant le miroir, on est à la fois dedans et dehors. Et évidemment, quand j'étais au Rwanda, là où j'essayais de comprendre ce qui s'était passé, de comprendre l'homme, de savoir comment la haine naît chez un peuple, au prix de tuer, de massacrer ses frères et sœurs. Donc, ce qui s'était passé aussi en Afghanistan, d'une certaine manière, bien sûr. Et pour moi, le Rwanda, c'était une sorte de miroir pour contempler, évidemment, l'état du monde, mais aussi mes blessures à moi-même. Donc, ce pays, là où j'étais à la fois dedans et dehors. Bien sûr, c'est très difficile d'entrer, comme j'explique dans la préface du livre, très difficile d'entrer dans l'imaginaire d'un peuple. Parce que moi, je ne voulais pas reconstituer l'histoire rwandaise. Donc, je ne suis pas historien, je ne suis pas anthropologue, donc, ni anthropologue. Donc, ce qui m'intéressait, de voir justement les traces de génocide chez ce peuple et savoir comment la haine est née et comment cette haine a poussé vers cette atrocité, le génocide des Tutsis en 1994. Donc, voilà. Alors, juste une parenthèse, c'est qu'en fait, je crois, hein, si je ne m'abuse, vous répondez à cette question précise, comment est née la haine, précisément dans le film que vous avez réalisé, donc dans l'adaptation du roman de Mukasonga. Il y a une explication que vous donnez. Je ne sais pas si c'est une explication, mais j'essaye de trouver, bien sûr, et une réponse. Mais c'est tellement difficile, vous voyez. Mais en tout cas, je me pose la question, même dans le film. Et d'une certaine manière, oui, à travers les 4 chapitres dans le film, je découvre qu'en effet, vous voyez, le pays Rwanda, évidemment, c'était un pays, comme tous les pays d'Afrique, ancré dans leur rite, dans leur esprit ancestral, dans leur culture ancestrale. Mais évidemment, lorsque le colonialisme est venu, évidemment, a tout changé chez ce peuple. Entre autres, juste comme disait le grand poète, homme politique kenyan Jomo Kenyatta, il disait que lorsque les Blancs sont arrivés en Afrique, nous avions la terre et eux la Bible. Ils nous ont appris de prier les yeux fermés. Et lorsqu'on a rouvert nos yeux, les Blancs avaient la terre et nous la Bible. Donc, en effet, c'était ce moment-là, c'est-à-dire créer toujours ce que j'ai vu aussi en Afghanistan. Dès qu'on crée le sacré, évidemment, ce sacré engendre
ou bien provoque le sacrilège. Et que cet acte aussi demande le sacrifice. Il y a une sorte d'une logique, un enchaînement de tout ça. Et c'est ça que donc j'essayais de comprendre comment cette haine est née justement discrètement par le biais de la sacralisation d'une race. Enfin, je déteste le mot race, mais eux, ils l'utilisent. Donc, la sacralisation d'une partie de la population au détriment de l'autre, et plus tard, inversement. Donc, à chaque fois, c'est ça. Donc, dans des pays comme ça, où la sacralisation prend une place très importante. Oui, en fait, on a identifié les Hutus à des descendants des hypothétiques pharaons noirs. Les Tutsis. Pardon, les Tutsis alors, oui. Oui. Les Tutsis. Donc, oui, ça a été le 19e siècle, lorsque l'anthropologue allemand était allé là-bas. D'abord, c'était eux qui ont séparé ces gens-là. Il y a même une photo que je montre dans le film où cet anthropologue allemand est en train de mesurer le nez d'un Rwandais. Oui. Donc, oui, à ce moment-là, alors que la distinction entre les Hutus et Tutsis n'était pas ethnique, ni raciale, c'était juste les Tutsis, c'était la couche sociale des éleveurs, qui est devenue même plus tard justement le roi rwandais était Tutsi. Et de l'autre côté, c'était des Hutus qui, eux, ils étaient des cultivateurs, des paysans. Et donc, avec l'arrivée des Allemands, ensuite l'arrivée des Belges, donc ils ont évidemment interprété ce clivage social en conflit ethnique et interethnique. Vous voyez ? Donc, évidemment, sacralisant les Tutsis, et puis plus tard, ils ont donné justement le pouvoir aux Hutus, etc. Donc, à chaque fois, ça crée une sorte de conflit entre ces couches sociales. Oui. Tout ce qui était de l'ordre social, ils l'ont interprété comme justement des phénomènes ethniques, etc. Et alors, on peut, pour en revenir à votre livre précisément, on peut s'interroger sur sa forme et son contenu. S'agit-il d'un poème, d'un carnet de tournage, d'un texte mémoriel donc sur le génocide rwandais, d'un réquisitoire comme vous venez de le faire contre le colonialisme? S'agit-il d'un conte au fond, parce qu'il y a des éléments de narratifs, d'un conte qui interviennent dans ce récit? Moi, je me demande s'il ne s'agit pas au fond d'une forme d'exorcisme, car pour reprendre vos propres mots, il faut nommer l'horreur, sinon elle reviendra. Ah, absolument, absolument. En gros, enfin, sur le plan formel, c'est un texte lyrique, c'est un conte lyrique. Je me suis inspiré, bien sûr, des contes populaires rwandais, mais aussi des rencontres que j'ai faites, des vraies rencontres et des vraies histoires il y a dedans. Donc, je mélange bien sûr le conte, la poésie et aussi l'histoire, la vraie histoire. Donc, des anecdotes réelles que je reporte dans ce livre. Oui, c'est une sorte de cri. Là-bas, oui, j'étais aussi peut-être par une sorte de frustration. Parce que d'habitude, j'écris un livre, ensuite je l'adapte moi-même au cinéma. Mais cette fois-ci, j'ai adapté le roman de quelqu'un d'autre. Oui. Et là, j'ai fait presque le mouvement inverse. J'ai adapté mon film à ce texte, à un conte.
c'est aussi d'une certaine manière une adaptation. Vous voyez, les premières images de mon film sont des images qui existent dans ce livre. Oui. Et de même, la voix off qui est dans le film était la voix off que j'avais écrite au Rwanda d'abord dans mon carnet. Donc, oui, j'ai essayé de parler d'une autre époque. Parce que le film que j'ai fait, ça mettait justement en récit justement les prémices de génocide, ce qui s'est passé en 1973. À ce moment-là, où les Hutus ont essayé donc, de chasser du milieu éducatif, mais aussi administratif, le peuple Tutsi. Et même l'intelligentsia rwandaise, y compris les Hutus qui s'opposaient au génocide des Tutsis. Donc, il y avait une sorte de programme pour mener le pays vers le génocide. Donc, il fallait anéantir la conscience intellectuelle rwandaise. Donc, ils ont chassé tous les Tutsis de l'école et de l'administration rwandaise. Donc, et ce qui nous a amené vers ce qu'on appelle plus tard le génocide populaire. Donc, moi, ce que je raconte dans ce livre, c'est encore 10 ans après le génocide. Pourquoi ce moment-là? Parce que c'est un moment très important pour faire le deuil de ce génocide au Rwanda. Ils ont lancé le procès des génocidaires. C'est à ce moment-là. Il y avait évidemment le procès officiel et international pour condamner les génocidaires rwandais, les grands responsables. Mais en même temps, ils ont eu cette intelligence de créer une sorte de procès populaire qu'eux, ils nomment gachacha, ça veut dire procès de gazon. Et là, c'était une réunion ou un rassemblement traditionnel qui existait chez le peuple rwandais. Et à chaque fois, dans chaque partie de village ou de pays, quand il y a un problème, on se rassemblait et les gens justement discutaient de ce problème et trouvaient une solution. Et quand il y a eu justement le procès des génocidaires, donc le Kagame avait demandé justement de faire ce gachacha dans chaque village pour que les gens viennent, les génocidaires, et ceux qui étaient impliqués ou concernés, pour venir avouer leurs crimes et leur participation dans le génocide. Ce qu'ils voulaient, c'est ce qui était très très important, c'est-à-dire qu'un peuple, après une telle guerre, devait faire le deuil. Et ce deuil n'était possible qu'à travers ce genre de procès. Ce qui n'était pas passé, malheureusement, en Afghanistan, dans mon pays d'origine. Après chaque guerre, au lieu de faire le deuil, on se lançait dans la vengeance. Oui, et alors d'ailleurs, j'ai noté que dans votre livre, enfin le narrateur, c'est-à-dire vous-même, vous évoquez 3 images, la guerre de Yougoslavie, la guerre d'Afghanistan et donc le génocide rwandais dont on vient de parler. Et comment ces 3 évocations vous touchent, vous, au plus profond de vous-même? Oui, c'était justement en 94, bien sûr. Là, à ce moment-là, j'étais déjà en deuil de mon frère qui a été tué en Afghanistan. Et à ce moment-là, dès qu'on allumait la radio, la télé, on voyait que des images, on entendait que des voix qui racontaient justement toutes ces horreurs dans ces 3 pays. Ça arrivait en même temps, au mois d'avril. Et c'était très lié dans ma tête, bien sûr. Et notamment quand je voyais des images de Rwanda, et notamment, je me rappelle, il y avait un reportage dans lequel il y avait un jeune Tutsi qui racontait comment il a vu comment son frère a été massacré par les Hutus, etc. Et ça m'avait beaucoup, beaucoup touché, bien sûr. Vous voyez,
comme disait Roland Barthes, c'est toujours notre blessure personnelle qui nous ouvre les yeux vers celle des autres. En effet, j'étais ce deuil-là et qui m'a ouvert les yeux vers les autres pays, vers Yougoslavie. De même manière, c'est de la guerre civile, l'atrocité, presque encore une tentative de génocide aussi là-bas. Mais évidemment, le Rwanda, c'était très, très emblématique de ce point de vue. Et alors, sur le lac Kivu, et donc sur ces berges, apparaissent donc dans votre texte des personnages, tout d'abord des pêcheurs, puis une jeune fille nageant sans répit sur les eaux qui renferment donc les morts du génocide, et puis un homme aveugle qui s'entretient avec le narrateur, et enfin une femme qui s'avère, alors une femme qui a beaucoup souffert du drame rwandais, qui a été violée, maltraitée, et qui s'avère être une sorte de femme sorcière. Et la question que je me pose et que je vous pose, sont-ils des personnages emblématiques d'un monde disparu ou bien d'un monde à venir? C'est peut-être les deux. Je sais pas, oui, je me suis encore ces personnages. La femme, évidemment, tout de suite, on la rapproche de sorcière et tout ça, mais c'était pour moi, elle était une conteuse. Hein. De même, cet homme qui était à côté de moi, qui est aveugle, et d'ailleurs, à la fin de l'histoire, à la fin du livre, on apprend pourquoi il est aveugle, il est devenu aveugle, etc. Et puis, ce personnage féminin ça m'a été inspiré par une grande diva rwandaise qui appartenait évidemment à la dynastie royale, mais qui a été à cette époque-là très très maltraité. Il était chassé. Il avait perdu toute sa famille dans le génocide. Et quand il est retourné au Rwanda, après le génocide, tous les mois d'avril, elle chante. Ensuite, elle se tait, jusqu'à l'année d'après. C'est ce personnage-là qui m'avait invité. D'ailleurs, dans le film, la voix off est celle justement de ce personnage-là. Cette chanteuse qui m'a lu le texte. Le vieux aussi, c'est celui qui vient, qui est aveugle et qui devine tout ce qui se passe. Il voit sans regarder les choses. Il entend sans écouter. Oui. Là, je me suis inspiré des conteurs rwandais aussi, ils disent toujours que voilà, les conteurs doivent raconter des histoires le soir, la nuit, quand on ne voit rien. Si on raconte un conte au Rwanda dans la journée, on deviendra un lézard. Et voilà, c'est tout ça qui m'ont inspiré pour créer ce genre de personnage. Alors, justement, dans Père et Cendre, donc votre premier livre, dont l'action se déroule en Afghanistan, il y a un homme âgé, qui se trouve devant la nécessité, la terrible, dramatique obligation d'annoncer à son fils qui travaille dans une mine éloignée que leur village a été bombardé et que tous les habitants sont morts. Est-ce qu'il n'y a pas dans l'invité du miroir la même urgence à témoigner, c'est-à-dire à dire l'intolérable? J'espère, bien sûr. Encore, il est intéressant pour moi, quand je revenais sur l'histoire d'Afghanistan, et puis ce vieillard, il essaie de faire le deuil auprès de son fils. Et à un moment donné,
justement le sage, il y a un sage dans dans le livre qui dit à ce vieillard, il dit, allez, apprends à ton fils de faire le deuil. Si on ne fait pas le deuil, on tombe dans la vengeance. Et voilà, quand je suis arrivé au Rwanda, ce qui m'a impressionné justement, c'est qu'avec une telle horreur, après une telle horreur, comment ils pouvaient vivre ensemble, ces deux peuples, enfin ces deux couches sociales. Et justement, pour moi, le secret réside en cela, c'est-à-dire qu'ils ont su faire le deuil. Bien sûr, il y a toujours un écho entre ces deux pays-là. Déjà, par nomination, mon pays, l'Afghanistan, c'est un pays de 1001 montagnes. Rwanda, comme on l'appelle, c'est le pays de 1000 collines. Donc, c'est toujours, il y a une résonance incroyable entre les deux pays. Et ce que a eu lieu au Rwanda, évidemment, on a trouvé ensuite un mot, évidemment, on l'appelle le génocide, on appelle l'horreur. Alors qu'en Afghanistan, toujours pas. Il y a une guerre sans nom. On n'arrivait pas à nommer tout ce qui s'est passé là-bas. Et c'est pourquoi ces djihadistes, ils viennent à chaque fois en Afghanistan et la terreur continue. Parce que dans ce pays-là, on n'a pas su nommer justement cette horreur. On n'a pas vu le deuil, bien sûr. C'est ça qui sert justement la mise en récit de l'horreur, qui sortent de nommer justement toute cette barbarie, cette sauvagerie. Nous, on n'a pas fait en Afghanistan. Par contre, au Rwanda, si. Alors, j'ai autre question à vous poser. Dans votre livre, La balade du Kalam, publié chez l'Iconoclaste, vous écrivez « L'exil ne s'écrit pas, il se vit. Alors j'ai pris le Kalam, ce fin roseau taillé en pointe, dont je me servais enfant, et je me suis mis à tracer des lettres calligraphiées, implorant les mots de ma langue maternelle, pour qu'ils décrivent mon exil. » La question que je vous pose, c'est que est-ce que la reconstruction de soi par le récit poétique, par la force des mots, n'est-ce pas l'une de vos motivations à écrire? Bah, bien sûr, la langue, l'écriture a eu un rôle très important dans ma construction depuis très jeune âge. Je me rappelle quand mon père a été arrêté, la première chose que j'ai faite, c'était écrire un poème. Et c'est ça qui m'a permis aussi justement de me réconcilier avec moi-même et avec ce qui se passait, tout dans la famille. L'écriture, pour moi, c'est ça, en effet, de nommer les choses, de nommer ses sentiments, de les exorciser, de les... Est-ce que, je ne sais pas si Frédéric Boyer nous a rejoint. Non, il ne nous a pas rejoint sur... j'avais une question à lui poser, mais écoutez, je vais la poser à vous-même. Je pense qu'elle vous concerne tous les deux. L'invité du miroir peut-il ignorer, et là je cite Frédéric Boyer, peut-il ignorer que réciter, c'est guérir des blessures de l'oubli ou des inquiétudes du temps présent? Je reprends une formule de Frédéric Boyer dans Rappeler Roland, qui est un texte introductif, sa traduction de Roland. Voilà, alors c'est une question que je vous pose à vous, Atik Raimi. Bah oui, bah écoutez, c'est ça. Réciter, c'est guérir des blessures de l'oubli. Oui, parce que voyez, cette solitude qu'exige l'écriture et ce silence,
ça nous permet vraiment d'entrer au tréfonds de nous-mêmes, de méditer sur ce qu'on a sur nos blessures. Et ce moment de lien avec notre passé, avec nos blessures, évidemment, ça crée un temps suspendu. Ce temps suspendu, évidemment, ne s'exprime qu'à travers ces mots-là, à travers l'écriture, pour moi. Et dans la langue française, ce que j'adore, même le mot de l'écriture, d'écrire. Dans le mot écrire, j'entends à la fois cri et rire. Moi, plutôt de mon côté, c'est le cri à chaque fois. J'essaye de rire un peu dans l'écriture, mais pour l'instant, c'est très rare. Je viendrai, j'espère un jour, à ça, à ce rire dans l'écriture, qui est très, très important et même primordial. Mais pour l'instant, je suis dans ce cri. J'essaye que ce cri soit incarné dans les mots. Ce cri, voilà, soit entendu. Et alors, je voudrais revenir à la fin de votre texte. Le dernier mot de votre texte, c'est le mot de la femme dont on a parlé, cette femme qui devine, cette femme sorcière, cette femme conteuse. Cette femme, je cite, « Seule la femme, je l'entends murmurer au-delà du lac, de l'au-delà du lac, de l'au-delà des collines, de l'au-delà du temps. » Elle murmure une phrase que je ne saurais prononcer en Rwanda, mais je donne sa traduction. Que ça ne soit pas ma fin, mais celle de l'histoire. C'est une formule utilisée pour clôturer une histoire, mais ce que je retiens, c'est le dernier mot, c'est la femme qui a dans le dernier mot, et je fais référence à Senghé Sabour, Pierre de Patience, où il y a bien sûr le personnage principal, c'est une femme, et une femme qui a été maltraitée, traitée comme un objet dans toute sa vie conjugale avant que son mari subisse cet accident, et qui se reconstitue en personne. C'est elle qui a le dernier mot, la dernière parole. Elle donne toute la dimension toute la force de son existence, de sa vraie nature. Et je trouve qu'il y a bien là, comment dire, une similitude entre ces deux femmes, celle d'Afghanistan, qui prend la parole et qui traite, alors ça c'est le côté humoristique, si l'on veut, du livre, son mari en objet, parce qu'il n'est plus qu'une épave qu'on déplace au gré des circonstances d'un placard ou d'un lieu à l'autre de la maison. Et puis cette femme qui dit, qui finit là dans le dernier livre, qui a le dernier mot, le fin mot de l'histoire avec un H, comme de l'histoire avec un grand H. Qu'en pensez-vous? Oui, bah écoute, encore, j'étais assez surpris au Rwanda par la présence des femmes, aussi bien dans le milieu éducatif que dans le milieu politique. Moi, je vous entends, oui. Et ils ont, vous voyez, les femmes déjà constituent là-bas à cause des génocides, bien sûr. Ensuite, et presque 70% de la population sont des femmes là-bas. C'est 60% et 70% dans le Parlement rwandais. Et je crois que si la paix est venue dans ce pays-là, c'est aussi grâce à cette présence des femmes, grâce à cette émancipation des femmes dans la vie politique, culturelle et éducative de pays. Et ça m'avait vraiment frappé. Je crois que... Alors, je crois que vous avez rejoint, si je ne me trompe
pas. Vous m'entendez? Oui, très bien, merci. Ah, Merci de vous être connecté. Voilà, écoutez, j'avais posé une question qui vous était destinée, mais qui était aussi destinée à Atik Raimi, à savoir que l'invité du miroir peut-il ignorer que réciter, c'est guérir des blessures de l'oubli ou des inquiétudes du temps présent, pour reprendre votre formule dans Rappeler Roland. Donc, Atik Raimi, pour sa part, y a répondu. Et deuxième question, évidemment, presque inévitable, comment avez-vous accueilli le dernier texte d'Atik Raimi, en tant qu'éditeur, bien sûr? Non, bah, je crois que c'est ce qu'il a très bien expliqué, ce que vous avez dit vous aussi, c'est-à-dire que l'importance de l'œuvre d'Atik Raimi, c'est justement de se situer d'abord à l'intérieur d'un plurilinguisme qui aujourd'hui est quelque chose d'important jusque dans l'élaboration de la littérature contemporaine. Et voilà, il vient d'Afghanistan, il écrit aussi en français, mais il parle aussi d'autres langues, il s'intéresse aussi à d'autres langues et à d'autres cultures, et il travaille sur plusieurs modes d'expression, la littérature, le cinéma. Vous avez parlé très bien de la calligraphie, du dessin, parce que, et ce petit livre, L'invité du miroir, pour moi, condensait un peu toute cette créativité de l'œuvre d'Atik, puisque c'est à la fois, comme vous l'avez très bien dit, un carnet de travail, un carnet de tournage, c'est aussi un poème, c'est aussi un écho au lyrisme, à l'oralité de la langue et de la littérature rwandaise, mais aussi à la tradition afghane et persane. Et on l'a pas dit, mais dans ce petit livre, il y a aussi les croquis, les dessins d'Atik, croquis sur le tournage, et puis des dessins qu'il a élaborés. Alors, pour le dire franchement, en tant qu'éditeur, quand on reçoit un livre comme ça, on se dit c'est pas possible, parce que c'est un livre un peu hors norme, un peu en dehors des cases et des cadres et voilà. Et finalement, voilà, c'est un livre important et donc on a créé l'objet en fonction de la forme et de tout ce que Atik y avait mis. Allô? Oui, je vous entends. Oui, très bien. Oui, je sais pas si Atik, vous voulez réagir par rapport à ce que vient de dire Bah oui, par rapport à ça, c'est vrai que quand je suis rentré de Rwanda de tournage, on a discuté avec Frédéric, et quand il est venu voir mon film, en sortant, il s'est tourné vers moi et dit, bah, écoute, ce texte de voix off, ce sont tes poèmes à toi? J'ai dit oui. Il dit, je veux le publier. Et ensuite, je suis allé avec mes carnets pour lui montrer, et dès qu'il a vu les dessins, et c'est plutôt l'idée vient de Frédéric, même la format, même d'intégrer le texte, etc. Donc, pour moi, c'était encore une sorte de carnet très intime. À moi, comme j'écris tous les jours, tous les soirs, plutôt pendant le tournage, et je dessine. Donc, c'était quelque chose de très personnel à moi. Mais quand il a décidé de publier, évidemment, j'étais aux anges. J'y croyais pas du tout qu'un tel livre pourrait être un jour être publié. Écoutez, est-ce que ce n'est pas aussi l'influence lointaine de Victor Hugo dont vous parliez, qui dessinait aussi en marge de ces textes poétiques? En tout cas, je crois qu'on arrive à la fin de notre entretien parce que le temps nous est compté, et je voulais donc vous remercier l'un et l'autre d'avoir participé à ce débat, à cette présentation sur ce livre tout à fait remarquable, qui est un véritable conte lyrique. Je crois que c'est vrai, vous l'avez dit, Atik Raimi. Et j'invite donc nos éditeurs, les spectateurs, à se le procurer tout à fait cessante auprès de leur libraire. C'est la première chose à faire, bien sûr. Et pour vous donner un aperçu, je m'adresse donc aux lecteurs, bien sûr, aux auditeurs, vous donner un aperçu de la richesse du texte dont nous avons parlé. Eh bien, je demande aux élèves comédiens de l'école régionale d'acteurs de Cannes, il s'agit de Charles Matoré et Pierre de Brancion, de lire un extrait de
l'invité du miroir. Merci à tous les deux, merci à tous et Merci. au revoir. La lumière perce les arbres, se pose sur la peau de l'homme qui, soudain, et sans me regarder, me demande, C'est ici que tu as vu la nuit? moi. Non. Ici, je ne suis pas né. L'homme se tait, le regard toujours ailleurs. Je doute qu'il m'entende dire « Je n'ai pas de masque blanc sur la peau noire. » J'attends. N'entends rien. Reprends. Ni de masque noir sur la peau blanche. Je lui tends la main pour lui exposer ma peau. Il ne voit rien. Je ne vois rien, mais un rien me voit. Regardez, je ne sais pas. Je laisse les autres me regarder. Puis, il tend sa main vers moi. Et je n'entends rien non plus. Mais je perçois tout, sous ma peau, organique. Un temps. Puis, Dis-moi si nous sommes au commencement ou à la fin de l'humanité. et il attend de sentir le frémissement de ma main et le chuchotement de mes mots sur sa peau. Ici, il y a des collines, comme des corps dormants, et des corps comme des collines rêveuses. Il m'interroge, Connais-tu Imana? sans m'entendre dire « Votre Dieu avant Dieu », il poursuit. Autrefois, Imana aussi venait ici, toutes les nuits pour se coucher. Une pause, comme une prière, ou pour chercher quelque chose, un souvenir, sinon des questionnements. Mais personne ne savait de quoi il rêvait, lui, de ses créatures ou de ses créateurs. Sa main d'ébène se tord dans l'air comme pour happer une réponse. Vainement. Il cherche alors ma main que je lui offre. Il me demande, Et toi? moi. Je viens de loin, du pays des 1001 montagnes, sur la route de soie que l'on traverse en 1001 nuits. Là, je n'ai jamais su où j'étais moi non plus, au commencement ou à la fin du monde. Je me tais, patient de percevoir un pourquoi que je ne perçois pas. Je me réponds, avec des larmes. 40 ans de guerre, plus d'1 million de morts, plus de 5 millions d'exilés. Je viens du cauchemar de l'humanité où on commet le génocide des femmes, des poètes, des sages, des amoureux. Plus de mots. Nous les retenons, chacun en soi, comme des pensées suspendues avant une veillée de prière pour écouter la femme qui marche. Elle s'arrête, prend un caillou, lui parle, puis le jette dans le lac. Et regardez la fille qui nage. Elle vient, va, disparaît sous l'eau à la recherche du caillou. Les pêcheurs, arrivés là où ils devaient jeter l'ancre de leurs souvenirs et le rêve de leur filet, s'attardent. Ils s'attendent à ce que les mots à dire tout se maillent. L'homme, tel un conteur qui ne voit rien mais prévoit tout, ne perçoit rien mais reçoit tout, et, par ces mots,
change tout en destin, me dit. Autrefois, quand la terre était encore plate et que le soleil tournait encore autour d'elle, ici, dans cette vallée, il n'y avait pas de lac. Nul besoin. Du bout de son bâton, il caresse la trace de ses pas sur la terre rouge. Arabaye Ntiakabe, un brave homme, sage et pauvre, avec sa belle épouse, fidèle et vertueuse. Imana les aimait tant pour leur vertu et leur amour qu'il leur a offert une vache Inyambo, la merveilleuse qui donnait par un pis du lait, par le second du sorgho, par le troisième des pois et par le quatrième des haricots. La femme n'avait pas le droit de la traire. Seule Imana savait pourquoi. Et personne ne connaissait non plus, sauf le couple élu, le secret de cette vache qui donnait du lait, du sorgho, du pois et des haricots. Un jour, toujours autrefois, l'homme fut appelé pour partir à la guerre. En son absence, sa femme, qui devait s'abstenir de traire la vache Inyambo par crainte de commettre un sacrilège, fit appel à un autre homme, celui-ci ni brave, ni sage. Il perça le secret de la vache qui donnait du lait, du sorgho, du pois et des haricots. La femme, bouleversée, se retira au fin fond de la vallée, où Imana se couchait toutes les nuits. Elle voulait lui demander pardon. Mais Imana n'y revenait plus, ne s'y reposait plus, tant il était préoccupé par les guerriers sans répit. La femme se mit à pleurer. De ses larmes, la vallée s'emplit tant qu'elle engloutit la femme. Mais certains disaient que la femme ne regrettait point. Et un soir, après avoir fait l'amour avec l'homme qui n'était ni sage ni brave, elle urina tant qu'elle fut engloutie dans les eaux de son péché. Enfin, revint son époux. Lui, toujours sage et brave comme autrefois. Ne trouvant ni sa vallée, ni sa hutte, ni sa femme, ni sa vache, seulement l'eau, rien que l'eau, il se mit à pleurer, tant et tant, qu'il fit naître le lac Kivu. Depuis, tous les mortels, avant de s'en aller, déposent leurs secrets et leurs mémoires dans l'abysse de ce lac. Bonjour à toutes et tous. Pour cette séance de clôture des rencontres littéraires 2020, nous vous proposons une rencontre avec une auteure très prometteuse. En effet, son premier roman, Impasse Verlaine, publié en 2020 chez Grasset, a obtenu pas moins de 9 prix littéraires, dont le prix des lycéens et apprentis, ou encore le prix de l'Association des écrivains de langue française. Eh bien, il s'agit de Dali Farah, que je vous propose de présenter. Bonjour Dali Farah. Bonjour. Alors, Dali est avec nous en l'absence, hélas, de son éditrice, Juliette Jost, représentante de la maison Grasset, et retenue par des obligations personnelles. Elle regrette de ne pouvoir être parmi nous et vous transmet ses meilleures salutations. Par ailleurs, des extraits du roman Impasse Verlaine seront lus par Laurie Iversen et Perrine Livache, élèves comédiens de l'ensemble 28 de l'École régionale d'acteurs Cannes-Marseille. Laurie et Perrine, bonjour. Bonjour, Laurie. Très bien. Alors, revenons à notre auteur, donc Dali Farah. Donc, Dali, vous êtes né en 1973 en Auvergne, de parents immigrés d'Algérie. Agrégé de lettres, vous enseignez au lycée Jean Zé de Thiers en classe préparatoire scientifique et en BTS. C'est ça. Outre votre expérience de 25 ans d'enseignement, de l'école à la faculté,
Vous vous êtes engagé dans une palette très large d'activités. Animation d'ateliers d'écriture, résidence d'auteur, médiation, rencontres publiques au milieu scolaire et universitaire. Alors, vous pouvez retrouver ces nombreuses activités sur la page Facebook de l'auteur, mais aussi votre blog. Alors, ma première question, ce blog s'intitule « Plume d'ailes et mauvaises graines ». Pourriez-vous commenter ce titre un peu mystérieux et en quoi vous définit-il? En fait, c'était un site qui était l'écrin d'une association qui avait été créée à Clermont-Ferrand avec des amis. Et Plume d'ailes, en fait, c'était l'idée de l'utopie. Et la mauvaise graine, c'était l'idée de résistance, c'est-à-dire de créer un site collaboratif, culturel, et de créer des événements culturels de proximité. Et essayer de faire passerelle entre différents univers, différents mondes et différentes cultures. C'était l'idée. Voilà. Et j'ai gardé le site et petit à petit, la collaboration, moi j'avais moins de temps de m'en occuper et maintenant c'est devenu mon site à moi. Voilà. D'accord. Car Oui. malheureusement, j'ai pas pu faire tout continuer et du coup l'association, ça s'est arrêté. Alors, je continue sur votre parcours. Suite à une enfance villageoise, vous avez grandi à Clermont-Ferrand, dans une cité HLM située précisément impasse Verlaine, qui a donné son nom à votre roman. Oui. Et vous êtes sorti de cette impasse grâce justement à Verlaine et d'autres auteurs célèbres qui ont lentement mais sûrement préparé votre évasion. Toujours sur votre blog, vous renvoyez à une trentaine de livres, 33 exactement, qui ont marqué votre adolescence et vous ont aidé à prendre votre envol, tant personnel que littéraire. On y retrouve une forte et double influence, la littérature anglo-saxonne, Steinbeck, Faulkner, Huxley, Orwell, Wilde, et la littérature russe aussi, de Dostoïevski, Nabokov. Alors, cette double influence de la littérature anglo-américaine et russe, est-ce qu'elle se reflète, vous pensez, dans votre écriture romanesque d'aujourd'hui? Et à quel niveau? Probablement au niveau des thématiques. Ce qui m'intéresse dans ces littératures-là, c'est que c'est leur axe de lecture. Elles essaient de comprendre les gens depuis la réalité pour les amener vers quelque chose d'autre, vers le destin comme ça littéraire. Et je crois que c'est ce qui me passionnait, c'est de voir la tragédie dans la réalité elle-même, pas seulement dans les mythes. Et la littérature russe, comme cette grande littérature-là, elle est puissante à observer des vies tragiques dans des univers comme ça qui sont très réels. Et moi, je crois que ça me fascinait de comprendre ces mondes-là, et notamment la question du mal. Comprendre pourquoi le mal, pourquoi le malheur. Alors, puisqu'il est question effectivement de malheur, vous évoquez dans vos prises de parole, et on le saisit bien à la lecture de votre livre, une enfance studieuse, certes, mais marquée par des difficultés sociales et professionnelles, celle de vos deux parents. Vous évoquez l'illettrisme de votre mère, femme de ménage, auprès de laquelle vous jouez un rôle d'écrivain public. Je vous cite, « J'adorais être le nègre de ma mère ». Il y a aussi la dureté du travail de votre père, manœuvre sur des chantiers, qui l'a conduit à un grave accident incapacitant, avec pour conséquence une réduction sensible des revenus de votre foyer. Votre adolescence a donc été vécue dans la pauvreté, et vous avez dû mener de nombreux combats pour continuer à aller au lycée et faire des études supérieures. Vous avez d'ailleurs bénéficié d'une bourse de l'IUFM pour passer avec succès le concours de l'agrégation. Alors, je me demandais justement si votre trajectoire n'est pas un pied de nez aux théories sociologiques, comme celle de Bourdieu, par exemple, qui estime que le système scolaire renforce les inégalités sociales au lieu de les atténuer. Et je me demande aussi si votre réussite personnelle doit davantage à l'école ou à la littérature. Alors, j'adorais, Nicolas, vous dire oui, Bourdieu a tort, je suis une généralité et tous les autres sont des exceptions. Mais je crois que c'est l'inverse. J'aimerais beaucoup vous dire ça, mais j'ai bien peur d'être une exception qui confirme la règle bourdieusienne, justement, que je pense davantage avoir échappé à des déterminismes que les avoir contredits. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu des rencontres merveilleuses. Alors, c'est moins l'école, mais j'ai eu des rencontres extraordinaires au collège, au lycée, notamment parce que je ne suis pas vraiment allée dans mon établissement de secteur. Oui. Et donc ça, c'est pas rien, je pense, maintenant, avec le recul. Et j'ai eu des rencontres déterminantes. Certaines m'ennuient et ont été très, très douloureuses, et d'autres, au contraire, m'ont porté. Et là où vous avez raison, par contre, c'est que l'école, et ça, on ne le dit peut-être pas assez, et apporte en tout cas des lieux de lecture et des personnes qui font passerelle avec la littérature.
Et c'est certain que la littérature, maintenant je le sais, c'est elle, si on aime bien cette expression, celle qui sauve. Elle sauve par une puissance que je ne saurais pas encore exactement comprendre, mais qui tient à la fois à la puissance des mots et à celle de l'imaginaire. Donc voilà, j'adorerais contredire Bourdieu, je voudrais beaucoup. Alors revenons-en à la littérature. Dans vos interventions, vous évoquez votre caractère combatif, éprouvé, détrempé par les nombreuses épreuves qui ont jalonné votre vie. Mais s'il y a un combat auquel vous attendiez pas forcément, c'est bien celui de l'aventure éditoriale. Vous revenez longuement sur les difficultés à trouver un éditeur. Un véritable parcours du combattant, selon vous. Ainsi, pendant 7 ans, entre 2005 et 2012, vous avez cherché un éditeur en envoyant de nombreux manuscrits, très nombreux. En vain, une douzaine de romans lançaient tels des bouteilles à la mer, avant de finir dans les tiroirs poussiéreux et caves des éditeurs. Et vous reconnaissez avoir conservé comme des talismans les lettres d'encouragement envoyées par les lecteurs de Stock ou Actes Sud. Alors, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ce parcours du combattant de 15 ans? Et pourquoi est-il devenu si difficile de se faire éditer aujourd'hui, même pour une auteure au talent prometteur? Alors, je regrette que Juliette Josse ne soit pas là aussi pour en parler, mais voilà, si vous pouvez effectivement évoquer ce moment un peu compliqué. Je pense que ça a toujours été difficile. Alors là, maintenant, avec le confinement, je pense que c'est devenu... Enfin, moi, je suis passée juste avant, en 2019, mais là, les primo-romanciers, c'est terrible parce que plus personne ne lit le manuscrit, là, tout de suite. Alors, c'est difficile. Bon, là aussi, c'est une question de réseau, c'est une question de chance, de tomber au bon moment, au bon endroit. Moi, j'ai écrit, bon, le livre qui est publié, là, il y a certaines pages qui datent de 2005, là, ou peut-être un peu plus tard, au moment où j'ai commencé à envoyer ce roman, là, je l'ai mis du temps à l'écrire. Je ne peux pas dire non plus, la première fois où j'envoie ce premier roman, qui était l'histoire, j'avais inventé, imaginé l'histoire de Michel Houellebecq à Clermont-Ferrand, son adolescence. C'était quand même assez saugrenu, et j'ai encore le bouquin. Et c'est cette fois-là, ce premier roman que j'ai envoyé, j'ai eu un retour de Juliette Josse. Donc, j'ai eu cette chance d'avoir été encouragée au bon moment. Ça m'a lancée. Et quand je désespérais d'envoyer... je me disais l'autre jour, en fait, voilà, j'ai bientôt 50 ans, j'ai 40 ans d'écriture, j'ai à peu près, comme vous avez dit, 12-13 ans d'envoi de manuscrits, et j'ai 1 an et demi d'édition. Donc, j'ai eu de la chance, j'en profite, c'est un talisman, j'adore les rencontres littéraires, j'adore le fait d'être lu, c'est quand même assez exceptionnel. Moi, toute ma vie, j'ai forcé mes copines qui doivent être en train de m'écouter là à me lire, à lire mes manuscrits, à dire oui, c'est bien, Dali, vas-y. Donc là, moi, je suis contente d'avoir des lecteurs et puis d'avoir ces échanges avec eux. Ça, c'est inestimable. En dehors du fait d'être édité, d'être protégé par toute une organisation qui fait qu'on est présenté. Comment vous auriez su que j'existe et que j'écris si je n'étais pas édité chez Grasset, alors que j'écrivais quand même avant, quoi. Donc, ça, c'est quand même une chance et un bénéfice incroyable pour moi. Alors, des événements comme la rentrée littéraire, un événement récurrent qui a lieu chaque année et qui suscite la publication de nombreux ouvrages, est-ce que, à votre avis, c'est une chance pour le monde de l'édition ou parfois un frein qui permet de moins bien repérer les jeunes talents, par exemple? Vous voulez dire le nombre de livres publiés? Oui. C'est ça? À vrai dire, j'ai pas de réel avis sur la question. Je lis énormément. Donc, je suis vraiment un très, très mauvais exemple pour pouvoir critiquer ça. Et non, je n'ai pas d'avis sur la question. Honnêtement, moi, je serais bien triste que selon la règle de on publie moins, et ben, si ce n'est pas mon livre, ben, je vais dire quoi? C'est pas très intéressant de dire ça si c'est pour s'épargner soi-même et puis supprimer les autres. Non. Non, là-dessus, je m'en occupe pas vraiment de tout ça. J'essaie de passer le plus de temps possible à écrire, à comprendre, à rencontrer les gens, à penser. Je passe pas de temps à tout ça. Alors, vous mentionnez à plusieurs reprises l'importance du soutien de la famille et des proches. Hein, vous aviez besoin qu'ils vous disent « tu es une écrivaine » et vous confortent dans ce parcours semé d'embûches. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur cet indispensable soutien, finalement, des proches qu'on veut se faire éditer? L'écriture est un travail assez magique parce que c'est un moment de grande solitude et en même temps de connexion avec des choses un peu qui vont au-delà de soi.
Mais quand on se retrouve à retrouver avec les manuscrits qui sont refusés, c'est des centaines d'heures de travail pour nous sacrifier. Donc c'est vrai que les petits mots des proches, donc il y avait mon ex-mari, puis beaucoup mes amis qui m'ont soutenu, mes enfants qui me disent que j'écris, et ça fait du bien. C'est vrai que ça soutient énormément d'avoir la tendresse de ceux qui nous aiment. Ça, c'est sûr que c'est inestimable. Même si au fond de soi, il y a de toute façon une forme de nécessité qu'on n'arrive pas vraiment à limiter. Moi, je sais que j'ai souvent arrêté d'écrire. Comme les gens, vous savez, ils essaient d'arrêter de fumer à tous les jours de l'an et tous les anniversaires. Moi, à chaque fois que c'était le jour de l'an et que c'est l'anniversaire, je me dis, bon, cette fois, ça suffit, t'arrêtes. Bon, je tenais pas, comme les gens qui fument. Peut-être que vous devrez attendre le mois sans écriture. Alors, ah non, ça c'est impossible. Je préfère commencer à fumer puis arrêter. Alors bon, vous venez d'évoquer la rencontre avec Juliette Jost. Alors effectivement, elle vous avait repéré alors qu'elle était elle travaillait pour un autre éditeur. Elle a travaillé pour Flammarion, pour Belfond, avant de rejoindre la maison Grasset qui vous a publié In fine. Alors en quoi cette rencontre a-t-elle été déterminante pour vous? Et quelque chose qui nous est très cher ici aux rencontres de Cannes, comment se construit dans la durée un lien particulier avec un éditeur ou une éditrice? Ce qui est certain, c'est que le fait que Juliette ait porté le regard sur moi, enfin, je fais partie d'une foule d'invisibles. Et quand on écrit, quand on fait, c'est pas spectaculaire hein, l'écriture. Donc, j'ai parlé d'une foule d'invisibles. Donc, dès que quelqu'un qui a un tout petit peu d'autorité et qui est en lien avec un univers dans lequel auquel vous voulez appartenir, eh bien, ce regard vous fait un peu exister et vous donne une forme d'énergie supplémentaire. Donc, moi, ça a été déterminant pour moi. Je lui ai envoyé des manuscrits pendant de nombreuses années. Et puis, dans le travail que j'ai avec elle, maintenant, c'est assez particulier parce que moi, je suis un peu sauvage, j'écris un peu toute seule dans mon coin, mais elle est toujours là. Enfin, je lui envoie des manuscrits très régulièrement. Elle les regarde, elle me laisse. Moi, j'ai pas besoin et je n'aime pas trop tout le temps avoir quelqu'un derrière moi parce que ça n'arrête pas. Et ce que j'apprécie énormément, c'est qu'elle n'est pas du tout directive, dans le sens où elle détermine pas. Mais par contre, elle est quand même, elle est très rigoureuse. Elle présente des choses. Elle te dit bon là c'est pas ça. Des fois c'est pas agréable à entendre, c'est pas agréable à lire. Mais passer le moment où on n'est pas très à l'aise en disant mince, qu'est-ce que c'est, pourquoi elle dit ça, etc. Je réfléchis toujours à me dire bon, elle a dit ça, toi t'es pas d'accord, mais essaie de voir et j'essaie de travailler mon texte pour l'améliorer. Mon objectif à moi, avant de mourir, c'est de faire les meilleurs livres possibles, entre autres. Et donc j'essaie d'écouter le plus possible pour rendre l'expérience que je vis moi d'écriture, qui est très joyeuse et qui est vivante et tout. Moi, je voudrais vraiment la mettre dans mes livres. Et donc je veux faire ce qui est possible, ce qui est le plus possible pour arriver à créer des livres qui soient des expériences de vie comme moi je les écris. C'est ça que je veux. Et donc du coup, moi j'écoute ce qu'on me dit. Alors vous évoquez quelqu'un de très rigoureuse, donc elle vous a amené parfois à réécrire certains passages de votre livre? Ah oui, bien sûr. Elle me dit un truc et je me dis ah oui, c'est une chose à laquelle je n'avais pas pensé. Pour Impasse Verlaine, par exemple, la chose la plus douloureuse pour moi, et je ne regrette pas, ça a été de transformer toute la partie qui concerne, donc Impasse Verlaine raconte un lien entre une mère et une fille, et la mère en fait donc vient d'Algérie, et bien toute la partie algérienne au départ était écrite au passé simple, imparfait, très classiquement, etc. Et moi j'y tenais parce que c'est un travail de reconstitution du réel, et un peu par pudeur, un peu par loyauté, peut-être un peu aussi une forme de malaise, je voulais laisser ce temps un peu du mythe, ce temps un peu du passé, etc., un parfait passé simple. Et là, de différentes manières, on essayer de m'expliquer que ça serait mieux au présent. Et je voulais pas du tout. Et après, je me dis, bon, fais un essai. Et j'ai fait un essai, j'ai tout traduit, entre guillemets, au présent. Et là, j'ai vu que c'était mieux, que effectivement, le fait d'admettre un parfait passé simple, dévaloriser la mère par rapport à la fille, et lui donner un côté un peu perdu, un peu conte, voyez, mythologique, et je voulais pas ça. Et donc, le fait de mettre au présent a mis les deux filles au même niveau. Et donc, elle avait raison. Et donc là, c'était la plus grosse modification. Et je me souviens que j'en ai un peu pleuré. Et après, j'étais contente.
Très bien. Alors, permettez-moi maintenant de revenir un peu plus en détail sur l'ouvrage, votre livre, qui a suscité un vrai engouement à l'occasion de la précédente rentrée littéraire. Alors, ce livre retrace l'enfance compliquée de deux petites filles à une vingtaine d'années d'intervalle. L'une est dénommée Vendredi par ses parents berbères et elle se plaît à batifoler dans les montagnes en compagnie des chèvres et de son père, un berger attentif et aimant, loin, parfois très loin, des brimades quotidiennes infligées par sa mère. L'autre petite fille, c'est vous, qui subissez à votre tour les coups, les injures et la maltraitance exercée par votre mère Vendredi, Jenna, et qui cherchait à en rééchapper en déambulant dans la campagne auvergnate d'abord, puis en vivant par procuration la vie tumultueuse des romans, des héros plutôt, des romans et bandes dessinées que vous empruntez à la bibliothèque ou à l'école. Alors chez ces deux jeunes filles, on retrouve le même désir de transgresser les règles, avec le même appétit pour la vie et pour la liberté. Vous écrivez, page 236, « Je suis devenue la fille de ma mère, la première fable de ma vie. Vendredi m'a laissée dans cet état d'enfance, amoureuse de tout. » Une belle reconnaissance de dette, non? Oui. Ça me touche beaucoup que vous ayez choisi cette phrase parce qu'elle dit beaucoup. La mère est un personnage et est une fable que l'on se fait tous. Nos mères sont des personnes et des personnages. Et nos mères sont... Et j'avais envie d'écrire ce livre à la fois en fidélité pour comprendre ce lien. Et c'est le lien que et je voulais non pas créer une fausse universalité, mais que chacun puisse trouver dans la lecture du livre une forme d'écho. Et effectivement, cet état d'enfance, cet état amoureux, c'est mon état permanent qui peut être très insupportable parce que je suis une fille fatigante, mais qui est aussi inestimable pour écrire, inestimable pour aimer, inestimable pour enseigner, inestimable pour lire, inestimable pour vivre. Et cet état d'enfance et d'état d'amour vient d'une situation sociale et d'une relation qui au départ ne devait pas amener à ça. Et cette chimie un peu étrange, eh bien, c'est ma vie et j'avais envie de raconter justement dans la singularité de la matière biographique une forme d'écho que chacun peut faire avec lui-même, de comprendre qu'il est ou elle est, chacun, garçon, fille, on est fabriqué par ce qu'on a vécu et souvent nos malheurs nous fabriquent davantage que nos bonheurs. Alors justement, je reviens sur la question de la violence, de la maltraitance. Hier, nous recevions Leïla Slimani, où elle a évoqué dans son dernier ouvrage les abus de la domination masculine, du modèle patriarcal, omniprésent dans son récit familial du Maroc colonial. Vous, Dali Farah, vous insistez sur une dimension qui est peut-être moins connue, moins médiatisée, à savoir la violence faite aux femmes par les femmes. Vous écrivez, je vous cite, « Si on survit à sa mère, on survit à tout le reste. » On peut survivre à tout si on survit à sa mère. Ce qui laisse savoir. Hein. Votre grand-père est décrit comme plutôt doux et attentionné. Votre père est présenté comme un personnage plutôt effacé, entièrement mobilisé par son travail. Et la force et la violence domestique vient plutôt de votre mère. Dali Farah, fille de Vendredi, vous sentez-vous vous-même héritière de cette violence qui a tendance à se reproduire d'une génération à l'autre? Si oui, à quel degré, à quel niveau? Sinon, qu'est-ce qui vous a permis de sortir de ce cycle infernal et de sortir de l'impasse? Alors, plusieurs questions. Alors, la première, tout simplement au niveau de la construction du livre, je m'intéressais au lien mère-fille. De facto, les hommes se retrouvaient en arrière-plan. Je décris ça, vous savez, dans les westerns, il y a des duels. Dans un duel, on est deux. Et bien, je crois que le rapport mère-fille, c'est un duel. Et que tous ceux qui sont autour sont soit spectateurs, peuvent effectivement choisir un camp, etc. Mais je crois qu'il y a un vrai duel entre la mère et la fille, comme il y a un duel entre le fils et le père. Et que même s'il y a d'autres membres de la famille autour, c'est quelque chose qui se joue. Donc ça, c'est la réalité. C'est juste la vie. Hein, ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Oui. Vous êtes, Nicolas, davantage en miroir avec votre père qu'avec votre mère. Et si un jour vous avez envie de raconter ce lien-là, bah, votre maman sera moins présente dans votre histoire que votre père, forcément. Donc moi, j'ai voulu travailler sur ce lien-là, sur ce duel, sur cette transmission de la mère à la fille. Donc du coup, les femmes sont
surreprésentée parce que c'était l'objet du livre. C'est pas une autobiographie avec toute l'histoire de tous les personnages. C'est vraiment cette mécanique-là, cette chimie-là qui m'a intéressée. Et donc, déjà ça. Ensuite, en ce qui concerne la violence, personnellement, après, je sais pas, vous allez peut-être me comprendre, mais moi, je ne connais aucune personne qui soit indemne de violence. Aucune. J'ai encore rencontré aucun humain qui n'ait été capable de violence soit contre lui-même, soit contre quelqu'un, verbalement, physiquement, mépris, etc. Je n'en connais pas. Je ne connais pas d'humain qui soit capable de complètement... je crois qu'un jour, le Dalai Lama a tué une mouche. Non, c'est pas drôle. Non, mais c'est pas drôle du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que la violence n'est pas quelque chose de... Et je crois que c'est une grande erreur, justement, de le concevoir comme ça, n'est pas une anomalie. La violence appartient aux rapports de force qui régissent la société et qui régissent les liens. Va te coucher, il est 20h, non, arrête ta console, non, ça suffit. L'enfant perçoit comme une forme de violence le fait d'arrêter le plaisir qu'il est en train de faire. Les violences sont partout. Après, leur manifestation, c'est-à-dire physique ou verbale, c'est-à-dire quand on passe dans quelque chose qui est dans du délit, c'est-à-dire la violence physique, les coups, et la violence verbale, les insultes, par exemple. Ces manifestations-là, effectivement, elles ne sont pas systématiques, mais personne n'en est exactement indemne, à mon avis. Donc, ce que j'ai voulu raconter, moi, c'est voir comment il y a une forme de faisceau autour de la violence, qui est un faisceau causal. Les personnes ne sont pas violentes parce qu'une seule chose. Je me disais l'autre jour, quand je discutais sur une histoire de violence, je me dis, c'est fou, pour faire un gâteau au chocolat, il y a plein d'ingrédients et on trouve ça normal. Par contre, pour la violence, on voudrait qu'il y ait un seul ingrédient. Eh ben non. La violence, c'est pas moins complexe qu'un gâteau au chocolat. Et donc, du coup, il faut envisager qu'il y a un faisceau très complexe. Et moi, j'ai voulu comprendre ça, j'ai voulu le dépeindre, cette relation mère-fille. Alors, est-ce que je suis indemne de violence? Non. Non. Bien sûr que je ne suis pas indemne de violence. Et à la fois celle que je subis et celle que je peux éventuellement faire subir à mes élèves, je sais pas, de mon genre de, je sais pas, je leur parle mal un jour où je suis mal lunée, allez savoir, et je hausse le ton ou quelque chose comme ça. Donc mon prochain livre qui sort en février, j'en profite pour en parler, va justement s'intéresser à ça, à la mécanique de la violence et à cette chimie-là. Je vais essayer de ça. Excusez-moi, il y a quand même une différence de nature entre le fait de dire arrête ta console et puis le fait de battre son enfant jusqu'au sang, hein, comme vous l'évoquez quand même dans votre œuvre. Et ce passage du verbe au physique, qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivé à rompre avec cela? Parce que c'était omniprésent dans votre famille. En fait, je crois que plus on vit... franchement, je n'ai pas de réponse exacte. Ce qui est certain, c'est que plus on a le droit à l'amour, plus on a le droit à la douceur, moins on a de faisceaux qui va nous amener à la violence. Après, ce n'est pas systémique. Hein. On arrive dans les faits divers, on dit « Ah, bah celui-là, il a zigouillé sa femme, il a zigouillé machin. » Mais c'était quelqu'un de très, très bien. Donc, je ne sais pas si réellement on peut... Il n'y a pas vraiment de relation de cause à effet. Après, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la construction, et puis après, d'une sorte de hasard. Le mal a quelque chose d'opaque, et l'amour aussi. Ce qui est certain, c'est que je n'ai pas, surtout maintenant, j'ai une très grande intolérance à la violence, dans le sens où la moindre violence me perturbe. Je suis extrêmement sensible, et je n'ai pas être éduquée dans une grande violence, en fait, fabrique énormément de soumission et qui fait qu'on s'en débarrasse de manière complexe. Moi, j'ai été violente, par exemple, je vais en parler dans mon prochain livre, j'ai été capable de violence. Et c'est l'objet du livre qui va suivre. Et j'ai essayé d'expliquer ça, et c'est assez complexe. Je ne pourrais pas vous répondre là, peut-être je réponds mal, je suis désolée, aussi brièvement. Mais tout de même, le fait de mettre en mots la violence, comme vous l'avez fait, est-ce que ce n'est pas une façon de la mettre à distance et de progressivement de s'en débarrasser, hein? Est-ce que vous seriez plutôt mimésis ou catharsis?
Alors là où c'est juste, c'est que j'ai une fascination pour ça. J'ai une fascination de comprendre le mal, de comprendre pourquoi. Sans doute dans une double quête. L'idée de garder ma joie. Ça, c'est mon souci majeur. Chaque jour, je dis à mes enfants, nourris ta joie, mes gosses, nourrissez vos joies. Je dis ça à mes élèves aussi. Je ne veux pas perdre ma joie, je ne veux pas perdre l'amour que j'ai de la vie. Donc, je dois comprendre. Je ne veux pas être dévorée par le ressentiment. Je ne veux pas être bouffée par l'idée qu'il y aurait une réparation à ce que j'ai pu subir. Je ne veux pas être bouffée par ça. Je veux avoir une vie qui soit joyeuse et j'ai été pas mal dévorée par mon passé. Et la littérature, elle ne va pas me soigner, mais elle va me permettre de comprendre, non pas pour dire ah c'est pas grave la pauvre, c'est pas ni pour excuser ni pour rien, mais comprendre permet de faire descendre des émotions d'ordre du ressentiment, celles qui mangent l'estomac. Et elles sont sans intérêt, ces émotions-là, sans intérêt aucun. Donc voilà, j'ai envie de vivre et je crois que la littérature et l'écriture me permettent ça, de pouvoir continuer à vivre en pleine joie. Moi, c'est ça que je veux. Je vais y revenir, oui. Alors, d'abord, je voudrais faire un petit point sur le cadre principal de votre roman, à savoir la région Auvergne, devenue Rhône-Alpes désormais, que vous décrivez très minutieusement avec ses lacs, ses ruelles étroites, ses solidarités villageoises, mais aussi ses cités HLM, ses usines plus ou moins reluisantes, ses monuments, ses lieux de culture. Alors moi qui aime beaucoup les univers de Jean-Louis Murat, j'ai été très séduit effectivement par cette description. On vous sent très attaché à ce territoire auvergnat, parfois ingrat, mais riche en contrastes, en patrimoine, en tradition, à l'image de cette Kabylie aussi que vous décrivez dans la première partie du roman. Vous y avez d'ailleurs grandi, fait vos études, fondé une famille, vous y travaillez encore aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui vous attire, mais aussi vous retient dans cette région auvergnate? Y a-t-il une correspondance d'une rive à l'autre de la Méditerranée entre les montagnes d'Auvergne et celles de Kabylie? J'y suis née en fait. Je suis née en Auvergne, c'est chez moi. C'est chez moi, peut-être que... Mais moi, je suis quelqu'un d'assez terrien. J'aime la terre et je veux dire, si vous aimez tout ça, vous allez forcément vous abonner à mes livres. Je ne voudrais pas, Nicolas, c'est fichu pour vous, parce que mon prochain parle d'Auvergne, c'est pas en Auvergne. Le suivant parle d'Auvergne, c'est pas en Auvergne. Et puis le suivant aussi, et puis probablement pas. Donc, je suis très attachée à l'Auvergne parce que c'est là où je suis née, en fait. Je crois que c'est surtout ça. Le hasard a fait que je suis née ici. Et j'ai besoin, moi, parfois, qu'on me demande, notamment par rapport à un passe d'Arlène sur la matière biographique, que je suis une écrivaine bio et de proximité. Je m'intéresse à ce qui est vivant, aux vies des gens, aux petites vies des gens, et je m'intéresse à ce qui m'est proche. J'aime parler de ce qui est à côté de moi. Pour l'instant, j'en suis là. J'ai pas tellement envie d'autre chose. J'aime raconter ce que j'ai sous les yeux. Il y a tellement de beauté. Ma voisine Hélène, mon voisin Lim, Véronique qui habite derrière. Enfin, tous ces gens-là, moi, ils me passionnent. Donc, ça me suffit largement à écrire. Et donc, j'aime beaucoup Alors, les paysages chez nous sont beaux. Mais après, quand je voyage aussi en France avec toutes les rencontres, j'adore là où j'aurais adoré aller à Cannes. En plus, il fait beau, paraît-il, là-bas. J'aurais adoré visiter, je ne connais pas du tout. Mais voilà, c'est un attachement à chez moi, en fait. L'Auvergne, c'est chez moi. Très bien. Alors, je voudrais maintenant évoquer votre écriture, très remarquée par vos lecteurs, mais aussi par la critique la plus exigeante. Se dégage de votre roman un souci réaliste, très prononcé, mais aussi une certaine contradiction, me semble-t-il. Pourquoi? Parce que d'un côté, vous nous dites, je vous cite, « C'est toujours en observant le monde que j'ai envie d'écrire ». D'où la dimension fortement autobiographique, individuelle et familiale de votre roman. Mais de l'autre côté, vous insistez sur ce pouvoir incroyable qu'ont les mots de créer leur propre réalité, indépendamment de celle qui leur préexiste. Et je vous cite encore, « Je sais désormais qu'inventer, c'est aussi dire la réalité. Les mots inventés réparent le monde qui est souvent mal fait. » Au final, Dali Farah, les mots reflètent-ils ou créent-ils la réalité? Ou les deux à la fois? Les deux, mon capitaine. En fait, il y a deux étapes dans l'écriture. Il y a une étape qui est très excitante. Là, je vais là, en décembre, là, je vais normalement, je croise les doigts, je vais assister à un procès pour un livre que je travaille depuis quelques temps et une affaire, un fait divers. Et le fait d'aller chercher des bouts de réel, de prendre des notes, d'écouter,
Un livre sur lequel je suis en train d'écrire tout de suite, il se passe en Creuse, je suis allée prendre des photos en Creuse, c'est un moment passionnant, vraiment, d'aller et d'écouter des histoires aussi, d'aller écouter les souvenirs des uns des autres, prendre des notes. Ça, si vous voulez, c'est cette réalité, c'est de la matière, un petit peu comme un sculpteur, comme un artisan. Je fais souvent référence à mon ami Philippe. Philippe, c'est un ami qui fait de la biologie et qui est dans son garage, il ramasse des tas de bouts, des bouts de bois et des machins. Et sa femme, Manu, lui dit tout le temps, mais elle en a un peu marre, il en met plein de son garage. Et à chaque fois, il bidouille, il prend un bout, après il fait une lampe, il fait un machin, il fait une table. Enfin, et moi, je pense que je trouve ça de la même manière que Philippe. C'est-à-dire que j'ai des bouts de vie, des bouts de réel que j'ai dans mon garage. Et ensuite, l'écriture va pouvoir inventer une nouvelle réalité qui ne sera pas exactement l'objet du réel que je suis allée prendre ou des choses que je suis allée arracher ou que j'ai entendues, mais qui va créer une nouvelle réalité et peut-être réenchanter le réel par l'expérience, pour moi, d'écriture et j'espère pour les lecteurs de lecture. Donc, vous voyez l'écriture comme un moyen de réenchantement du monde. J'évoquais aussi la question de la réparation. À Cannes, on y est très sensible parce qu'on a mis en place une opération avec la ville de Cannes qui s'intitule « Des mots pour réparer » à l'occasion de catastrophes comme les inondations et là, en ce moment, à l'occasion effectivement du confinement, de la crise sanitaire. Et on se rend compte effectivement du pouvoir réparateur des mots. Et est-ce que vous êtes livré, vous aussi, à ce type d'expérience d'écriture participative et réparatrice? Alors, moi, j'ai des difficultés à vraiment penser à l'écriture thérapeutique. Moi, c'est plutôt vraiment cette idée d'expérience. En fait, je crois qu'écrire ou créer, en général, l'art procure une joie, de la joie pure, quelque chose un peu, un peu comme quand on croque dans quelque chose de super bon, quoi. Donc, du coup, si vous voulez, c'est moins l'idée de la thérapie ou de vraiment cette image un peu qu'on a un peu du soin au sens médical, mais une expérience vitale. Je pense qu'il fallait au-delà, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur de dire, bon, on va juste dire réparation. Non, 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 c'est de la vie, quoi. C'est de la vie, de la vraie vie. Et moi, je crois qu'écrire, oui, ça crée ça. J'ai déjà fait des ateliers dans ce sens-là. Oui. Et pour essayer d'amener, justement, ceux qui participaient, non pas à penser, mais penser au sens P-A-N-S-E-R, mais à penser P-E-N-S-E-R, justement, le malheur, leur malheur ou leur douleur. Je crois que dire le malheur, le regarder comme ça avec un brin d'ironie et beaucoup de tendresse, ça permet 10 fois plus que de faire semblant que de mettre de la pommade et puis des pansements dessus. Ça, j'y crois pas, moi, au pansement et à la pommade. Alors, vous êtes très engagé justement dans les ateliers d'écriture. Qu'est-ce que vous tirez de cette expérience de plusieurs années de ces ateliers d'écriture? Alors, plusieurs années, en tant qu'écrivaine, c'est pas beaucoup. Hein. C'est depuis avril 2019 et j'en ai pas fait tant que ça. Après, j'en ai fait dans mon travail. Oui. De toute façon, je suis passionnée par l'acte de création. Et il y a une autre chose qui me plaît énormément et que je peux expérimenter dans mon boulot de professeur, c'est que j'adore, vous savez, ce moment un peu lumineux où quelqu'un comprend ou se comprend. Ça, c'est magnifique. Autant on peut être en colère de plein de choses, mais quand on est enseignant, quand on a, c'est ce truc-là des fois qui répare le reste. Quand on a des mauvaises expériences ou quand on a des soucis, et bien quand on voit un étudiant, un élève, tout à coup accéder à une forme de lumière qu'il a en lui-même, c'est magique. C'est vraiment extraordinaire à voir et à vivre. Et c'est la même chose en fait dans l'écriture. Quand on a quelqu'un qui va chercher, par le biais de mots, on leur suggère des choses, etc., et qui trouve quelque chose qui n'existait pas avant, c'est ça l'écriture quand même. C'est avant, il n'y a rien. Après, il y a quelque chose. C'est chouette, non? Alors, ces activités, je le disais au début, on peut les retrouver sur votre site internet. Alors, on vous voit très engagé, effectivement, sur le web, et puisque là, on est dans des rencontres digitales. Précisons aussi que vous mettez très régulièrement à jour votre page Facebook. On voit un petit peu dans le détail vos activités, qui sont d'ailleurs très riches, très soutenues, avec un calendrier tenu chaque jour, pratiquement. Qu'est-ce que ces nouvelles technologies de l'information et de la communication peuvent apporter au métier d'écrivain aujourd'hui? Alors, bon, je ne peux pas comparer avec autre chose, comme je vous l'ai dit, je suis récente dans le truc, mais c'est vrai que c'est par l'activité. Alors, au début, c'était l'association, avec l'association et le site dont vous avez parlé, Plus belle et mauvaise graine, que je suis arrivée sur les réseaux sociaux. Avant, je n'avais ni l'usage ni l'intérêt. Et là, franchement, Facebook, moi, j'ai que Facebook pour l'instant. On me suggère d'aller sur Instagram, mais là, il faut suivre des gens, followers, je ne sais pas quoi.
Et moi, ça a une petite teneur d'aliénation qui m'embarrasse un peu. Moi, je veux garder une forme de liberté et ce sont des activités chronophages. J'ai besoin de mon temps pour autre chose qui est précieux, ne serait-ce que vivre. Et donc, du coup, les réseaux sociaux, là où je trouve ça extraordinaire, c'est que du coup, tu as des personnes qui peuvent t'écrire, qui n'osent pas, ou qui disent bah, moi, en MP, moi j'ai lu votre livre, ou voilà, ça j'aime vraiment beaucoup. Et de pouvoir répondre aussi à l'écrit, moi je réponds jamais au téléphone, j'ai pas le temps, et de pouvoir, moi cette relation-là me plaît bien. Et, et ça donne aussi au tout début, quand le livre est sorti, j'avais vraiment, ça me faisait plaisir, j'avoue, hein, ça me faisait plaisir et du bien que tout le monde, mes amis et puis d'autres me soutiennent. Et alors il y a un côté narcissique, c'est évident, mais moi le narcissisme, je suis pas contre tant qu'on n'en s'en sert pas pour écraser les autres. Le narcissisme, c'est quelque chose finalement de pas mal parce que la 3/4 du temps, on n'est pas sûr de soi. Parce que tous ceux qu'on accuse de narcissisme, c'est en général les gens qui doutent. On ferait mieux d'accuser les autres, ceux qui n'ont aucun problème avec ça. Donc, très bien. Alors, pour achever sur une touche plus optimiste, ces 7e rencontres littéraires confinées, j'aimerais conclure sur une thématique qui semble vous être très chère, hein, la joie. La joie que renvoie votre patronyme, Farah. Et vous n'hésitez pas à écrire, je vous cite, un bon livre me rend toujours joyeuse, hein, parce que sans beauté, effectivement, sans beauté, sans joie, il n'y a pas de savoir possible. Et effectivement, au vu et au lu des terribles épreuves que vous avez subies, cette insistance que vous avez à plusieurs reprises sur la joie a de quoi surprendre. Alors, est-ce que c'est juste un clin d'œil au gai savoir de Nietzsche ou votre propre marque de fabrique en matière d'écriture littéraire? Les deux, mon capitaine. Donc, au départ, ma joie est une énigme. C'est une énigme. Ensuite, justement, j'essaie de comprendre dans le prochain livre. Je pense que c'était aussi un système de défense. Ça a été longtemps une joie surjouée, une joie de défense, une joie d'imposture aussi, une joie de triche pour cacher, pour me mentir et mentir. Donc, la joie n'est pas toujours... elle est devenue... tout à coup, quand je l'ai comprise, elle a pris sa réalité, donc sa réalité plus juste et celle que peut-être je vis davantage maintenant. Et elle est aussi une chance. C'est une énigme chanceuse, mais je pense que c'est ce que j'essaie de raconter aussi dans Impasse Verlaine, c'est que dans ce malheur, il y avait depuis la mer déjà un élan de vitalité, quelque chose d'extrêmement puissant, de trouver à vivre, de trouver le souffle. Et je crois que la survie, c'est pour ça qu'on peut survivre à tout quand on survit à sa mère, la survie a dû générer quelque chose comme ça, une sorte de défense amoureuse. Et j'en bénéficie comme on pourrait bénéficier d'une maison, d'un héritage d'une maison à Cannes. Donc moi, j'ai pas de maison secondaire à Cannes, mais j'ai cette joie et je crois que c'est peut-être mieux pour en tout cas aider à vivre. Et donc c'est plutôt cette explication-là. Et par rapport au gai savoir, oui, vous avez raison, ça y fait référence. J'ai pris conscience aussi que moi, quand je vais pas très bien, quand je suis triste ou quand il y a quelque chose qui m'écrase, j'ai besoin de beauté. J'ai besoin de beauté, voir un beau film, et ça ne veut pas dire voir un film gay ou voir un truc rigolo, une comédie, je sais pas quoi, pas du tout. En fait, je crois que ça, c'est une grande, grande erreur. Je crois que quand on a justement du malheur dans le cœur ou quand il y a énormément de tristesse ou d'oppression, il faut aller, je crois, vers la beauté, et que le livre ou l'œuvre d'art soit triste ou pas triste n'a strictement aucune importance. Ce qui est important, c'est que ce soit de la littérature, que ce soit de l'art. Et un grand film de cinéma, même si c'est une tragédie, donnera une expérience de joie, même si à la fin on est en larmes, parce que ce sera la grandeur et la puissance artistique et l'expérience esthétique qui viendra à nous. Et ça j'en ai la conviction que l'expérience esthétique est une expérience vitale. Et j'essaie de le faire dans mon travail et j'espère dans les deux, quoi, professeur et écrivaine. Alors, vous entendons parler de joie et en vous lisant, on pense à un autre auteur que vous citez d'ailleurs dans vos références, c'est Georges Bernanos. Hein. Et on pense effectivement à sa description des univers ruraux.
et des choses vraiment terribles. Mais derrière ces choses terribles, effectivement, perce la joie. C'est un immense, c'est d'une beauté incroyable. Moi, j'aime énormément Bernanos parce que il arrive justement à décrire les angles. Vous voyez, les ténèbres, alors vous parlez du mal, de la violence. Et lui, il le dit très bien. Comment finalement un être possède plus d'ombre que de lumière, et que c'est aller regarder là-dedans qu'on arrive à comprendre comment les choses sont ambivalentes et comment finalement on peut basculer d'un côté comme de l'autre par quelque chose qui s'appelle soit la grâce, soit quelque chose d'assez opaque qui ne se définit pas. Il y a dans le mal quelque chose qu'on ne comprendra jamais. Alors pour finir, en cette période un peu morose, quels sont vos conseils pour que la joie ait une place plus grande dans nos vies recluses? Lire. Ah ben, de toute façon, je crois qu'il faut nourrir sa joie. Je crois qu'il faut avoir une attitude. Après, j'aime pas, moi, je vais pas faire du développement personnel et je déteste les injonctions et j'aime pas en faire, mais j'aime pas qu'on m'oblige des trucs. Mais ce qui est certain, ce dont je fais l'expérience, c'est que c'est quelque chose d'actif, la joie. C'est pas quelque chose qui vient. Et je pense que pour pouvoir accéder à la joie, il faut donner droit au chagrin. Il faut donner droit à la peine, donner droit au malheur, le regarder comme une fabrique, paisiblement. Et effectivement, ce qu'il faut fuir, surtout, c'est le ressentiment, c'est le ressassement. Ça, c'est quelque chose qui ne sert à rien. Et puis surtout, dans cette époque où on essaie tous de vouloir donner des leçons et de tout tenir, faut vivre à sa hauteur. Moi, je mesure 1m52, j'essaie de ne pas me dépasser. J'essaie de vivre à 1m52. Et voilà, je suis professeure, je suis écrivaine, ben, j'essaie de faire ça. Je suis maman, j'essaie de faire maman. Voilà, de rester dans son rôle et tout. Et justement, cette manière qu'ont les gens d'universaliser, parce que soit ils ont la possibilité via les médias ou via autre chose, d'universaliser leur propre expérience pour dire au monde entier comment il faudrait faire. Moi, ça, franchement, ça me dépasse. Et en plus, je pense que c'est des bêtises. Que chacun a trouvé comment nourrir sa propre joie et à sa propre hauteur. Et en se regardant avec amour, avec tendresse, mais aussi une forme de dureté face au malheur, de dire, ben voilà, ce malheur-là, il me fabrique, pourquoi est-ce que je me sens si mal? Être un peu lucide. Et la lucidité, c'est un travail. C'est un travail qui prend du temps. Et moi, je pense que voilà, la lucidité, c'est quelque chose qui peut aider à trouver une joie qui soit réelle. Écoutez, merci beaucoup pour ces conseils qui sont précieux parce qu'on sent bien qu'ils ne viennent pas de la théorie, mais du vécu. Je n'aime pas trop donner des conseils. Je peux donner des conseils beauté à la limite, hein, mais pour le massage, par exemple. Merci encore une fois. Merci beaucoup, Dalifa, d'avoir effectivement éclairé cette belle journée de samedi à Cannes.